19 février 2021. En manchette, des capsules pour promouvoir l'agriculture locale. La CSN manifeste à Forestville pour les services publics. 1,1 million de dollars en aide financière fédérale confirmée pour le Quai. L'organisme Soutien à l'emploi et la valorisation de l'agroalimentaire, SEVA, s'est tourné vers la production de capsules vidéo afin de promouvoir les producteurs et transformateurs de la Haute-Côte-Nord. Diffusée sur Facebook à raison d'une fois par semaine, elle dévoile des projets novateurs plus intéressants les uns que les autres. C'est en novembre dernier que la première capsule a été présentée sur le réseau social. Mettant en vedette la productrice de bleuets Cathy Tremblay de Longrive, elle a bien mis la table pour les vidéos suivantes. Coordonnée par la conseillère en développement des communautés à la MRC de la Haute-Côte-Nord, Odette Bélanger, les tournages et les productions des capsules se sont effectués au courant de la saison estivale grâce à la disponibilité et au talent de Xiu Fangluan de passage aux Escoumins. L'organisme SEVA, qui a été mis en place par la MRC, a bénéficié d'une aide financière pour laquelle il avait été prévu, entre autres, la production d'une vidéo de promotion des projets agricoles du territoire. Finalement, l'équipe a choisi de produire des capsules qui seront par la suite montées en une seule vidéo. Mais chaque capsule se diffusait bien sur Facebook. Au total, 15 capsules ont été réalisées et elles mettent en lumière différents domaines agricoles que l'on retrouve en Haute-Côte-Nord. J'ai d'ailleurs participé à l'une d'entre elles puisque j'ai pris part à la mise en place de la serre de colombier. Voici un extrait. On a rencontré notre comité qui nous aidait à définir nos objectifs dans le plan d'action municipal. Et celui-ci nous a recommandé d'aller vers un projet agricole. Donc, en 2015, nous, on a rencontré le MAPAC parce qu'on n'avait aucune compétence en agriculture. Et le MAPAC nous a entendus et a entendu nos objectifs qu'on avait pour la municipalité. Puis, ils nous ont proposé un projet. C'est de là qu'est venue l'idée de la serre, des ajouts des petits fruits qui sont très en demande. Donc, c'est vraiment le MAPAC qui nous a apporté ces idées-là. Jusqu'à maintenant, 8 capsules ont été diffusées et 7 autres sont à venir. Elles peuvent toujours être consultées sur la page Facebook de SEVA. Parmi celles qui n'ont pas encore été dévoilées, on retrouve la culture de canneberge des Tourbières-Lambert de Longrive, un éleveur de bovins de Sacré-Cœur, ainsi que la découverte de la pêche aux oursins. SEVA, qui est constitué d'un conseil d'administration représentatif du territoire, poursuit son ascension et est présentement en démarche pour l'embauche d'un directeur général. La MRC étant l'incubateur du projet, Odette Bélanger demeure en soutien à l'organisme, tant au niveau économique que social. La MRC continue d'appuyer le projet. Une dizaine de personnes ont manifesté le 13 février à Forestville dans le cadre de la mobilisation régionale « Y'a plus d'amour pour les services publics », qui a également eu des échos à Bécomo et Sept-Îles. À l'aube de la Saint-Valentin, le Conseil central Côte-Nord CSN et ses syndicats affiliés de la fonction publique ont effectué une opération de visibilité de 11h à 13h à l'intersection de la 1er avenue et de la route 138. Leur but, faire pression sur le gouvernement du Québec pour parvenir à un règlement des négociations du secteur public. Selon Sébastien Lebreu, vice-président du Conseil central, les négociations sont au point mort. La CSN veut faire bouger les choses et la fonction publique. Surtout, le syndicat veut se rasseoir et avoir l'heure juste du gouvernement. La Convention collective des travailleurs de la fonction publique est échue depuis le 31 mars 2020. Là où les travailleurs sont blessés particulièrement, c'est au niveau des salaires. Ils réclament une hausse de salaire avec des montants fixes et non des pourcentages. De l'avis de M. Lebreu, les demandes sont de 3 $ de l'heure la première année et de 1 $ de l'heure pour la deuxième et troisième année de la nouvelle convention. Julie Nadeau, représentante du secteur ouest de la catégorie 2, qui englobe notamment les préposés aux bénéficiaires ainsi que les travailleurs du secteur de l'entretien ménager et aux cuisines, précise que le gouvernement est descendu à 1,75 %, 2 % par année sur 3 ans. Il s'agit d'offres complètement ridicules avec tous les retards qu'il y a en ce moment au niveau du coût de la vie, selon elle. Le gouvernement du Canada a confirmé l'octroi d'une aide financière de 1,1 million de dollars et des poussières
pour la réalisation du projet de réfection du port de Forestville, un investissement majeur de 6 millions de dollars. Par voie de communiqué le 12 février, le fédéral a confirmé son engagement financier dans le cadre du programme Investir dans le Canada. Rappelons que le conseil municipal de Forestville avait adopté le 10 novembre un avis de motion pour un règlement d'emprunt de 2,1 millions de dollars dans le cadre de la réfection majeure du quai datant de plus de 50 ans. Inutile d'ajouter que la confirmation de Québec, assortie à une contribution estimée à 4 millions de dollars, est attendue avec impatience par le milieu politique et socio-économique de Forestville. Selon Chantal Rouleau, ministre déléguée au transport, grâce à sa localisation, le quai de Forestville permettra le transport de marchandises par voie maritime et ainsi décongestionnera la route 138. Il s'agira aussi sans aucun doute d'un pôle d'attraction pour l'implantation de nouvelles entreprises. Le financement du gouvernement du Canada, qui est de l'ordre de 17% du coût total du projet, est conditionnel à l'atteinte de ses obligations en matière de consultation des peuples autochtones. Les consultations avec la Première Nation des Inuits-Sipit et la Première Nation des Inuits de Pessamit ont d'ailleurs été amorcées. Cet investissement dans la réfection des installations portuaires de Forestville est le fruit d'une mobilisation sans précédent des 3 paliers de gouvernement, local, provincial et fédéral, et de la communauté d'affaires. Le tout en faveur d'un projet structurant d'importance pour la vitalité économique actuelle et future de la ville et de la région, de rappeler la mairesse Micheline Anctil. La réfection du quai comporte la construction d'un mur rideau attaché à de nouveaux blocs d'ancrage, la réfection du tablier, le recouvrement en gravier d'une portion de l'infrastructure. Ce projet assurera la conformité et la sécurité du quai et permettra de garantir le maintien et le développement du transport maritime dans la région selon la déclaration gouvernementale. On y avance également que quelques 65 000 tonnes de marchandises, principalement du vrac solide, transigent chaque année par le port de Forestville et son service de traversier est utilisé par près de 40 000 passagers et 20 000 véhicules annuellement. Myriam Desjardins-Malenfant, originaire de Forestville, a fait découvrir sa ville d'adoption, Fermont, à travers ses yeux, devant la caméra du docu-réalité réalisé par les productions Bokeh 35 de Bécomo et diffusé sur la chaîne Ma Communauté de TELUS. En novembre dernier, l'équipe de tournage l'a suivie dans son quotidien pendant une demi-journée. C'est grâce à du bouche à oreille qu'elle a pu prendre part à l'expérience, son nom faisant partie des personnalités à rencontrer selon les gens questionnés par les producteurs. C'est au début février que le portrait de la maman de 2 garçons a été diffusé. En plus d'y admirer les magnifiques paysages de Fermont de novembre, on aperçoit les dessous de cette ville minière aux innombrables mythes. Myriam laisse les caméras entrer dans sa vie, exposant son travail comme agente de développement à la MRC de Kaniapisco, sa petite famille et sa passion pour la photographie animalière. En fait, j'ai fait mes études à Québec. J'ai étudié en géographie à l'Université Laval. Ensuite, j'ai fait un certificat en environnement. Et Fermont m'a toujours attirée. J'ai toujours voulu venir ici. Je ne sais pas pourquoi. Le Nord m'a toujours attirée d'abord. Puis, j'ai eu la chance d'avoir, c'est sûr, un copain qui était ici à ce moment-là pour venir découvrir Fermont. Donc, je suis arrivée ici, j'ai adoré. Je pense que quand tu fais la route 389 pour la première fois, tout seul, de nuit, et que tu arrives enfin à Fermont, c'est « wow, je suis enfin ici à Fermont ». De fil en aiguille, elle s'est procuré un appareil plus performant et elle a développé des techniques afin de croquer le portrait d'animaux sauvages. Il lui arrive d'ailleurs de demander conseil au photographe bien connu en Haute-Côte-Nord, Yves Demers. Pour faire de la photographie animalière, ce que je fais souvent, en fait, c'est que je pars très tôt le matin. Donc, quand c'est calme, je peux partir souvent en canot l'été. Donc, je mets mon canot dans le camion, puis je cible un lac. Donc, je m'en vais sur le lac, je regarde, j'écoute, je prends le temps. C'est calme, le matin, c'est vraiment calme, c'est ça qui est le fun. Sinon aussi, je mets des caméras de chasse un petit peu partout. Puis je m'amuse quand je vois des traces, justement, là, genre, je regarde ça. Fait que je vois un petit peu l'activité qu'il y a dans tel secteur. Cette passion demeure toutefois personnelle pour l'instant et la Fermontoise depuis 5 ans ne souhaite pas en faire une profession. Toutefois, elle se fixe des objectifs comme réaliser un cliché d'un loup ou d'un caribou. 2 grands projets l'animent pour les prochaines années,
soit la construction d'une maison sur le terrain acquis près du lac d'Aigle et la reconstruction du chalet familial qui a été la proie des flammes à l'Abriville en 2018. Si elle revient à Forestville un jour, ce sera certainement à l'Abriville, puisqu'elle aime les endroits plus isolés, plus près de la nature. Les docu-réalités tournées par Bokeh 35 sont disponibles sur la chaîne YouTube Ma Communauté. D'autres tournages sont en cours à Fermont depuis janvier. Quant à Myriam, elle publie ses photographies sur sa page Facebook Myriam Desjardins-Malenfant, photographie 52e parallèle nord. Du 15 au 19 février s'est déroulée partout au Québec la 16e édition des Journées de la persévérance scolaire. Ces journées visent à rappeler aux Québécois, élus nationaux et municipaux, organismes et employeurs, parents et à l'ensemble des acteurs nationaux et régionaux de l'éducation, de la santé et de la petite enfance, qu'ils sont tous indispensables et ont un rôle à jouer dans la persévérance scolaire des jeunes, de la petite enfance jusqu'à l'âge adulte. Cette année, exceptionnelle en est une d'apprentissage pour tous les élèves du Québec. Il était donc l'occasion pour les organisateurs de prendre un moment pour souligner la formidable adaptation dont les jeunes ont fait preuve. Juste à temps pour se motiver pour le reste de l'année. Voici un extrait de la capsule diffusée via les différents médias sociaux. L'important, c'est de ne jamais abandonner, de toujours persévérer. Vous avez l'avenir devant vous. En cette mi-année, nous prenons un moment pour vous, pour souligner vos efforts et pour saluer votre persévérance. Nous tenons à vous dire à quel point nous sommes fiers de vous. Mais le plus important, c'est que vous soyez aussi fiers de vous. La campagne rappelle que les gestes et paroles sont les étincelles de la réussite de nos jeunes. Quel que soit leur cheminement ou leur point de départ, la société a le pouvoir de les raccrocher. Que l'on soit parents, grands-parents, enseignants, travailleurs communautaires, personnel de soutien ou encore employeurs, les Journées de la persévérance scolaire sont l'occasion de se réunir sous un même objectif, soit se donner un élan collectif doux et bienveillant avec des messages lumineux et positifs qui se projettent dans toutes les familles du Québec. Au plan culturel, le Festival de la chanson de Tadoussac s'associe à Panache Art Actuel pour la mise en place d'une résidence de recherche et création basée sur le spectacle Nikamu Mimutun Chanson rassembleuse. Les deux organismes lancent un appel de candidature à l'attention des artistes autochtones de la Côte-Nord. L'artiste ou le collectif sélectionné sera invité à collaborer avec l'équipe de l'UHU Labo Nomade afin de créer une série d'œuvres qui accompagneront la présentation du spectacle Nikamu Mamutun Chanson rassembleuse dans le cadre du 37e Festival de la chanson de Tadoussac en juin 2021. Mettre en valeur la transmission des traditions autochtones, soutenir l'art et les artistes autochtones et valoriser les échanges culturels, c'est ce qui inspire les organismes associés dans ce projet. Par souci de permettre à des artistes de diverses disciplines de postuler, l'équipe de UHU Labo Nomade accompagnera les créateurs dans leur travail. Ils pourront ainsi acquérir les connaissances numériques nécessaires pour la concrétisation du projet. C'est pourquoi les candidats et candidates intéressés à déposer un dossier n'ont pas à avoir des connaissances en création numérique ou en mapping. Les artistes ou collectifs autochtones intéressés à poser leur candidature peuvent le faire jusqu'au 26 février. Tous les détails de l'appel de dossier sont disponibles sur les sites web des partenaires ainsi que via leurs médias sociaux. Né d'un partenariat entre le Festival Innu Ninaku l'Amérindien chante de Maniotenam et le Festival en chansons de Petite-Vallée, le spectacle Nikamu Mimutun Chanson rassembleuse rassemble 4 artistes allochtones et 4 artistes autochtones de la relève. À la météo, après une journée d'alternance de soleil et de nuages en ce vendredi 19 février, Environnement Canada prévoit du temps ensoleillé pour la fin de semaine. Demain, le soleil et les nuages seront de retour avec un maximum de moins 7 degrés Celsius. Quant à dimanche, le soleil se fera plus présent avec un maximum de moins 4 degrés. Il sera le temps de profiter des excellentes conditions météo pour aller jouer à l'extérieur. Bonne fin de journée et à la semaine prochaine pour un nouveau bulletin d'information.